Ce matin-là, il faisait très beau lorsque Victor le bûcheron arriva dans la forêt. Les rayons du soleil jouaient à cache-cache avec les troncs d'arbres, les écureuils sautillaient de joie sur les tas de bois coupés, et ses petits amis les rossignols l'attendaient pour commencer à chanter. Il s'apprêta à abattre son premier chêne de la journée, mais au moment où sa hache pénétra dans le tronc, un cri terrible résonna jusqu'au plus profond de la forêt. Victor ahuri regarda le tronc du chêne. De l'endroit où sa hache venait de frapper, un liquide rouge s'écoulait. Rouge comme du sang. Le bûcheron n'en croyait pas ses yeux. Et pourtant, c'était bien du sang, des larmes de sang. Tous les oiseaux s'étaient tus. Et dans cette nature devenue subitement muette, une plainte déchira le silence de la forêt. Cette plainte venait de la cime du chêne blessé. L'arbre pleurait. Puis tous les autres arbres commencèrent à se balancer violemment, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle de vent. Victor prit d'un vertige, dut s'asseoir pour ne pas tomber. Rêvait-il? Il se pinça pour le savoir, mais non. Il était bien éveillé. Ce n'était pas un cauchemar. Il resta un moment la tête entre les mains à chercher une explication à ce phénomène. Un arbre peut moins saigner ni pleurer. Les 30 ans que j'en coupe, je le saurais, crénon de misère de bois. Autour de lui, les arbres continuaient à s'agiter désespérément, comme s'ils voulaient s'enfuir pour ne pas être abattus à leur tour. Leur immense désir de rester vivant bouleversa Victor. Il ressentit tout à coup pour son métier de bûcheron un véritable dégoût. D'un bond, il se leva et s'écria « Couperai plus d'arbres, je le jure, je le ferai plus jamais. Les arbres déchaînés se calmèrent alors immédiatement, et le sang sur le tronc du chêne blessé disparut, comme par enchantement. Si je raconte ce que je viens de voir, on va me prendre pour un fou ou se moquer de moi. Et pourtant, j'ai pas vu ce que j'ai vu, crénon de misère de bois. Sur le chemin qui le ramenait chez lui, jamais la nature ne lui parut aussi jolie. Et jamais les rossignols ne l'avaient accompagné avec d'aussi belles mélodies. Voulait-il le féliciter d'avoir fait cette promesse? Peut-être. En tout cas, Victor se sentait soulagé, et si léger que ses pieds en marchant touchaient à peine terre. Mais à présent, qu'allait-il faire pour gagner sa vie? Il chercha un autre travail et en attendant d'en trouver, pour se nourrir, il dut vendre petit à petit le peu de choses qu'il possédait. Mais le temps passait, personne ne l'engageait, et il ne lui resta bientôt plus qu'une petite boîte à musique. Elle n'était pas bien belle, mais il y tenait beaucoup. C'était un cadeau de son père, et chaque fois qu'il soulevait le couvercle, la mélodie qui en sortait réveillait dans sa mémoire ses plus beaux souvenirs d'enfance. Il résista plusieurs jours sans manger. Seulement un matin, trop affamé, il fut bien obligé d'aller la vendre au marché. De toute la matinée, personne ne s'intéressa à sa boîte à musique. Mais vers midi, une jeune fille, belle comme le jour, l'ouvrit délicatement.
La mélodie sembla lui faire beaucoup d'effet. Son visage s'illumina d'un large sourire. Elle se tourna vers la dame qui l'accompagnait, et ses mains s'animèrent à toute vitesse. Aucun son ne sortait de sa bouche. Elle s'exprimait par signes. Cette jeune fille était muette. La dame comprenait parfaitement ses signes. Elle dit à Victor: depuis le jour où ma fille a perdu la parole, elle est devenue très sensible à la musique, et surtout à celle de Mozart. Je l'aime bien aussi, cette heure-là. Mais j'ai jamais su comment il s'appelle, le prénom de misère de Boué. C'est la petite musique de nuit de Mozart, précisa la dame. Ah bon? Elle est bigrement bien, cette petite musique. Mais je dois m'en séparer. C'est bien parce que je n'ai point trouvé de travail. Et non? Ajouta-t-il d'une voix enrouée par l'émotion. La jeune fille lui fit alors un petit sourire si gentil qu'il en fut touché. À nouveau, elle agita ses mains et sa mère expliqua: ma fille vous prie de garder votre boîte. Et puisque vous cherchez un emploi, nous vous proposons celui de jardinier dans notre château. Voulez-vous essayer? Ah, c'est point de refus, merci bien. Prénom de purée de Boué qui pète si je m'attendais. Et tout ragaillardé, il lissa ses moustaches rousses et les suivit. Dès leur arrivée au château, la jeune fille, qui s'appelait Angélique, l'invita d'un signe à venir au salon. Et tout de suite, elle s'installa au piano. La petite musique de nuit de Mozart, le bûcheron l'avait 1000 fois écoutée, l'oreille collée à sa boîte minuscule. Mais, interprétée au piano, il la redécouvrait. Il la trouvait plus belle. Et ses souvenirs d'enfance lui revenaient plus vivants que jamais. Victor, trop bouleversé pour retenir ses larmes, les laissa couler. L'ancien bûcheron adora son nouveau métier. Il s'appliqua à soigner le parc de ces dames avec passion. Au fil des jours, leurs plantes devenaient magnifiques. Si magnifiques qu'un bel après-midi de printemps, Angélique décida de donner le concert prévu pour le soir même avec un grand orchestre en plein air. Au milieu des arbres et des fleurs, le concerto de Mozart eut tant de succès que durant tout l'été, c'est dans le parc que la jeune fille organisa ses soirées. Puis vint l'automne avec sa pluie. Puis la neige, avec son immense manteau blanc, endormit la nature pour un long moment, et les rossignols, engourdis par le froid, perdirent l'envie de chanter. Il n'y avait vraiment que dans le salon du château où l'hiver se faisait oublier.
Les musiques magiques qu'on y jouait avaient le pouvoir de réchauffer les cœurs de ceux qui les écoutaient, bien mieux encore que les feux de cheminée. Qui, assis au dernier rang des invités, avait la permission d'assister à tous les concerts d'Angélique? Qui, dans son costume du dimanche, la moustache bien peignée, gardait les yeux fermés pour mieux savourer la musique de Mozart? Et qui se pinçait de temps en temps pour être certain de ne pas rêver? Purée de bouée qui pète, ce n'est pas difficile à deviner. Notre sympathique moustachu vécut très heureux chez ces dames, jusqu'au jour où, la veille de Noël, la mère d'Angélique voulut, comme chaque année, décorer un sapin. Elle demanda alors à son jardinier d'en abattre un. Victor, fidèle à la promesse qu'il avait faite à la forêt, refusa. Il refusa tout net, sans dire pourquoi. Il avait trop peur qu'on le prenne pour un fou s'il racontait son histoire d'arbre qui avait pleuré. La mère d'Angélique le pria de s'expliquer. Elle insista encore et encore. Victor, très embarrassé, finit par lui dire qu'il préférait s'en aller plutôt que de parler. « Eh bien, soit, partez, nous trouverons quelqu'un pour vous remplacer, » lui répondit-elle très déçue. Et elle sortit, le laissant tout confus. Le lendemain matin, c'était Noël. Dans la petite chambre qu'il occupait sous les toits du château, Victor faisait ses bagages. Le cœur lourd de chagrin, il n'arrivait pas à croire qu'il allait partir pour toujours. Il s'était tellement attaché à Angélique. Il l'aimait comme sa fille. Et la musique de Mozart, quand l'entendrait-il à nouveau? Et ce parc qu'il avait soigné avec tant d'amour, comment pourrait-il l'oublier? Il voulut le revoir une dernière fois. Il ouvrit les volets et... Oh! Purée de bouée qui pète. Tout de suite après, une voix, une des plus belles qui soit, s'exclama. « Oh! Quelle splendeur! Mais comment est-ce possible? Comment ?» Sur son balcon, Angélique, car c'était bien elle, se tut brusquement. Elle regarda ses mains, qui venaient de s'agiter comme d'habitude, mais cette fois, inutilement, la jeune fille avait retrouvé la parole. « Maman, viens vite! » Puis elle se jeta dans les bras de sa mère, accourue aussitôt, et toutes deux bouleversées, restèrent tendrement enlacées, sans dire un mot. Jamais silence ne fut plus beau. À l'âge de 6 ans, Angélique avait été tellement choquée par la mort brutale de son papa que sa voix s'en était allée. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, si sa voix était revenue comme par enchantement, ce ne pouvait être que grâce à une autre grande émotion. Mais qu'avait-elle donc vu de si extraordinaire, de si bouleversant? Dans le parc enneigé, tous les arbres étaient couverts d'or. Tous, des milliers de paillettes scintillaient dans le jour naissant. Une brise légère vint délicatement les soulever, puis toutes, elles se rassemblaient en un petit nuage doré. Ce petit nuage, tout en se rapprochant du château, prit la forme d'un cœur. Et ce cœur d'or s'arrêta juste devant la fenêtre de Victor. Angélique et sa mère comprirent à cet instant qu'un lien mystérieux unissait les arbres et leurs jardiniers, qu'ils avaient un secret entre eux. Ce secret, Victor ne le confia jamais, enfin, jamais à une grande personne. Dès lors, non seulement on ne songea plus à se séparer de lui, mais on le considéra et on l'aima comme un parent. Cette vision, comme toutes les visions, ne dura que quelques instants. Mais Angélique conserva sa jolie voix. Et à partir de ce jour,
La jeune fille fut prise d'une envie de chanter, chanter, chanter à longueur de journée. Elle apprit par cœur, et dans la langue natale de Mozart, en allemand, tous les opéras de son compositeur préféré. Chaque fois qu'elle interprétait La Reine de la Nuit dans la flûte enchantée, les rossignols venaient se poser sur les rebords des fenêtres pour l'écouter. Quel était ce drôle d'oiseau qui essayait de les imiter? En vérité, ils étaient un peu jaloux. En avaient-ils déjà réussi, eux, des vocalises aussi parfaites? Pas sûr. Les années passèrent. Angélique devint une cantatrice célèbre. Elle épousa un chef d'orchestre et mit au monde un petit garçon. Et ce mignon petit garçon fut un jour en âge de poser des questions. Pourquoi notre sapin de Noël à nous, on le décore dans le parc et on ne le rentre jamais dans la maison? Hein, Victor, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai fait une promesse à la forêt. Voilà pourquoi. Une promesse à la forêt? Ouais. Et c'est bien grâce à cette promesse que les arbres du parc m'ont fait une surprise. Et c'est grâce à cette surprise si ta grand-mère m'a gardé. Et c'était quoi ta promesse? Ah, ça, c'est un secret. Un secret qu'aucune grande personne peut croire. Vite, le gamin curieux lui grimpa alors sur les genoux. Et le vieil homme, très ému, raconta pour la première fois son histoire. Cette histoire, l'enfant émerveillé la lui réclama par la suite tous les soirs. Et en lissant ses belles moustaches devenues blanches, Victor riait. Mais purée de bois qui pète, t'en as donc point mort? Ben non, purée de bois qui pète. Raconte encore s'il te plaît. Et le brave homme recommençait. Un beau jour, j'allais abattre un chêne. Et juste au moment où je l'ai frappé avec ma hache, il y a eu un cri terrible. Mais un cri.